Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Hello tout le monde, vous êtes bien sur Potentium. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de La Question. Et aujourd'hui de quoi on va parler? Alors la dernière fois, dans le dernier épisode qui était un Si c'est vrai, on vous avait donné l'indice qui était franc. Et vous avez peut-être vu aussi sur la vignette qu'on vous a partagée hier sur nos réseaux sociaux, des petits indices concernant la question du jour. Et vous l'aurez très vite compris qu'on va parler d'argent. Hey! Et la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est: d'où vient l'argent? C'est une très bonne question et on se l'est posée le jour, on s'est dit mais c'est vrai, d'où vient l'argent? Et bref. C'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Je suis toujours accompagnée de la magnifique, de l'extraordinaire Émilie. OMG, coucou tout le monde, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comment ça va, Émilie? Ça va pas. J'ai chaud, j'ai très chaud. Vous savez, le mois de mai où il a fait très chaud, bah c'est maintenant, donc on va dire qu'on souffre pour vous et remercie-nous s'il vous plaît. Bah top, bah super, tu leur demandes... Personne nous a rien demandé, tu sais. Remercie. Personne nous a forcé. Exactement. Mais bref, aujourd'hui on va parler d'argent. Exactement, Voilà. et avant de commencer, on va faire un mini disclaimer pour dire que l'histoire c'est compliqué. En gros que voilà, c'est très pluridisciplinaire, donc entre les économistes, les anthropologistes, les historiens, bah, chacun a un peu son interprétation différente et donc nous on a condensé ce qu'on a lu. S'il y a des petites imprécisions, c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Voilà. Non, et puis même si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir dans la description, normalement on a mis toutes nos sources Oui. et vous pouvez aller lire en détail ou regarder pour plus d'informations. Exactement. Et du coup, alors, pour commencer, justement, comme d'habitude, définissons les termes. Qu'est-ce que l'argent? Alors, sur plusieurs sources, ils font la distinction entre l'argent et la monnaie. Donc, il y a des fois, on fait souvent l'amalgame, mais du coup, on va différencier les deux, parce que les spécialistes le font, tout simplement. Donc, la monnaie, c'est vraiment la pièce de monnaie comme on la connaît, c'est vraiment physique, alors que l'argent, quand on parle d'argent, ça va être plus le principe, ça va englober un peu tout, quoi. Et du coup, cette définition, comme Émilie, tu viens de le dire, elle est controversée par les scientifiques, entre les économistes, historiens, philosophes, etc. Ils sont pas forcément d'accord. Mais nous, du coup, on va utiliser une définition qui est utilisée par quand même la majorité des spécialistes, qui fait consensus un peu, et qui repose sur 3 points. Le premier point, c'est que l'argent permet d'avoir une référence pour s'échanger n'importe quel bien. En fait, c'est une unité de compte. Le deuxième point, c'est que l'argent, c'est un moyen de paiement. Et le troisième point, c'est que l'argent, c'est un moyen d'épargne. En fait, ça permet de conserver sa richesse sur un temps très long. Oui, parce que forcément, quand par exemple, quand vous faisiez du troc, vous aviez des pommes, bah, les pommes ça se conserve pas, quoi. Alors que les pièces en métal ça se conserve. C'est pour expliquer aux gens, Oui. d'accord? Donc moi je vais vous parler un peu de l'historique, de d'où ça vient, en fait, le commencement de l'idée de l'argent. On va remonter à la préhistoire, où c'était des petites communautés, hein, évidemment, vu que c'était le début. Chacun avait un peu sa place, savait ce qu'ils allaient faire, quoi. En fait, imaginons, il y a une personne qui s'occupe de la viande, une personne qui s'occupe des fruits et légumes. Bah, ils savent que pour survivre, ils doivent s'échanger. Donc c'était assez facile. Mais au fur et à mesure du temps, bah, les communautés elles commencent de plus en plus à grandir. Et bah, ça fout un peu le bordel. Et surtout au néolithique, donc c'est la fin du préhistoire, on est à peu près à moins 10 000 avant Jésus-Christ, ça date. Bah, on commence à se sédentariser et il y a des activités qui commencent à apparaître, comme l'agriculture, un peu important. Miam, miam, miam. On a des forgerons, des éleveurs, des agriculteurs qui font apparition, et donc le troc, bah, ça devient un peu plus compliqué, et l'idée d'argent va émerger doucement. Et là, petit saut dans le temps, il y a 5000 ans, là on est en basse Mésopotamie, donc actuellement c'est l'Irak, et on a les Sumériens, qui est un peuple qui vit justement en basse Mésopotamie, qui effectuaient des transactions de biens avec de l'orge et de l'argent, et donc ils faisaient des trocs, etc. Et en fait les marchandises avaient une valeur, et on pouvait comparer les marchandises entre elles, par exemple. Si on reprend l'exemple des pommes, imaginons 10 pommes vaut 3 pains, par exemple. Vraiment, il y avait une comparaison entre les marchandises, et ils fonctionnaient comme ça, leur troc. Et du coup, pour plusieurs spécialistes, justement, dans cette basse Mésopotamie il y a 5000 ans, en fait, il y aurait l'origine de la monnaie à ce moment-là, notamment à travers des transactions de crédit-dette. C'est-à-dire que les personnes pouvaient obtenir quelque chose en échange d'une promesse d'autre chose en retour dans le futur. Voilà, c'est vraiment un crédit finalement. Et alors, pourquoi ils ont affirmé ça? C'est parce qu'en fait, ils ont retrouvé des tablettes en argile où il y avait marqué justement sur ces tablettes des transactions, des dettes. Et ces tablettes, justement, les Sumériens se les échangeaient entre eux, même sur de très longues distances. Et donc, ça pourrait être considéré comme une forme d'argent. Mais comme on l'a dit au début,
tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Non. Il n'est pas partagé par tout le monde cet avis parce que pour d'autres spécialistes, en fait, ces tablettes, c'était juste un enregistrement des transactions et pas de l'argent à proprement parler. On a aussi Adam Smith, qui est un économiste écossais, qui a une théorie, lui, pour expliquer l'apparition de l'argent. Et pour lui, comme tu disais, Émilie, justement, donc il y avait du troc, et après, les communautés sont agrandies, et justement, plus il y a de monde dans ces communautés, et plus la probabilité que chacun subvient à chacun des besoins des autres correctement va baisser. Exemple, imaginons, Émilie, tu es une boulangère, tu fais des petits Je fais un pains. pain. Voilà, très sympa. C'est un bon pain. Imaginons, moi, je fais de la bière, je suis une brasseuse, et imaginons, on a une troisième personne qui, par exemple, c'est un boucher. Le village est nul, quoi. Il y a un bar, une boulangerie, un boucher. Pardon. Non, mais imaginons, on est tous les trois, on s'échange nos ressources mutuellement, tout va bien, tout le monde a à manger et à boire, tout va bien. Mais imaginons si un jour, toi, je sais pas, tu vas arrêter de boire de la bière, ben moi, je pourrais plus troquer avec toi du pain, je pourrais plus me nourrir de pain. Et t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais. Problème. J'arrêterai jamais la bière. Mais du coup, tout ça pour dire que justement, il y a du coup ce facteur de des fois les gens peuvent arrêter d'avoir besoin des autres marchandises, mais aussi que plus il y a de monde, justement, plus cette probabilité que chacun subvient aux besoins des autres, elle baisse. Et du coup, c'est ça, c'est la théorie d'Adam Smith. Et en économie, on va appeler ce problème-là le problème de la double coïncidence des besoins. Et du coup, ça justifierait, d'après Adam Smith, l'apparition de l'argent. C'est quand même fou qu'on soit arrivés sur cette terre, tous ensemble, que tout allait bien, et qu'un jour, il y a un gars qui s'appelle Crésus notamment, qui a décidé de créer la monnaie, et ça a un peu foutu la merde. Mais je vais vous parler de son histoire rapidement. Donc on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, et on est à l'actuel ouest de la Turquie, et on retrouve notre petit Crésus, qui s'est dit quand même que ça serait plus simple dans le commerce d'avoir un objet qui est extérieur à la transaction en elle-même. Donc en fait d'avoir une pièce au lieu d'avoir du troc en tant que tel. Et donc, pour fabriquer ces petites pièces, il y a un fleuve qui passe dans la zone et qui s'appelle, attention, roulement de tambour, le Pactol. C'est donc de là que ça vient. El famoso. Évidemment. Et donc, dans ce fleuve, il y avait des petites paillettes d'or et d'argent et ça formait un alliage qu'on appelle l'électrum. Et c'est par cet alliage que Crésus, enfin pas que lui évidemment, mais qu'il a créé les premières pièces de monnaie. Et du coup, ces pièces, elles sont devenues références dans toute la région parce que du coup, tout le monde en avait besoin pour échanger avec Crésus, quoi. Donc c'était l'apparition de la première monnaie. Et plus tard, ça a été le premier aussi à faire les premières pièces en or. Et d'où, du coup, l'expression être riche comme Crésus, parce qu'il avait une petite réputation au royaume, parce que voilà, ça se voyait qu'il aimait bien l'argent. Au royaume. Ouais, vous avez compris, c'est pas un royaume, mais je sais pas comment on appelle. Donc à l'époque, en fait, on a enfin le truc de un objet possède une valeur en pièces, et ça a permis, du coup, la facilitation du commerce et l'échange de marchandises. Oui. Et après, même si justement ces pièces ont été inventées, il y a quand même d'autres formes d'échange de monnaie qui continuent à subsister. Enfin, il y a toujours des personnes qui faisaient du troc. Et on a par exemple aussi dans l'Empire romain l'exemple du sel, d'où le mot salaire d'ailleurs, petit fun fact. Plein de fun facts aujourd'hui. Et plus tard, donc Crésus, il fera chuter son empire contre les Perses, contre une guerre face aux Perses. Et en plus que cet empire soit immense, ils sont malins parce qu'ils vont reprendre l'idée de la pièce de Crésus. Mais eux, ça va pas être utilisé pour l'échange de biens, mais plutôt comme une sorte de récompense, par exemple avec des soldats, quoi, pour les récompenser d'avoir fait une bonne guerre. Et ensuite, on a Alexandre le Grand, le fameux, qui va conquérir l'Empire perse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire fondre en fait tous les métaux précieux de l'Empire perse pour en faire des pièces de monnaie. Mais lui, ça va pas être pour récompenser les soldats, mais vraiment pour les payer. Et c'est d'ailleurs aussi la première fois que sur les pièces, on a la tête de quelqu'un qui est vivant et pas d'un dieu ou d'une déesse. Et cette manière de mettre la tête du souverain sur les pièces, elle sera reprise par les successeurs d'Alexandre le Grand. Et pourquoi en fait? Tout simplement, c'est pour affirmer l'autorité de l'État. Et du coup, ces pièces vont se mettre en place un peu partout dans la région, surtout dans le commerce toujours, hein, pour échanger des marchandises. Et là, on a l'apparition, attention, des taxes et des impôts. Yay! On n'attendait que ça, les pauvres. Et alors, en fait, pourquoi il y a des taxes et des impôts? Déjà, encore une fois, ça permet de renforcer l'autorité de l'État. On va le dire beaucoup de fois dans cet épisode. Et ça permet aussi de mettre en place des services pour la population. Alors, c'est pas des services comme on l'entend aujourd'hui, comme, je sais pas, paver les routes, mettre des bancs sur la place là-bas, mais c'est surtout, en fait, à cette époque, pour financer les guerres. C'est vraiment les guerres, quoi. Il y a d'ailleurs un anthropologue, Bill Maurer, qui a dit dans une vidéo de Arte qu'on vous mettra en source, que la guerre, l'État et les impôts, c'est ce qui va créer l'argent et le marché comme on l'entend aujourd'hui, et que, en fait, l'origine de la monnaie, elle vient systématiquement de la concurrence entre les États pour
contrôler les personnes, les territoires et les ressources. C'est horrible. C'est vraiment une question de contrôle finalement. Exactement, donc vous voyez, l'argent amène que des bonnes choses. C'est un pur plaisir. Et donc merci Bill. Et ensuite, on va avoir l'apparition des premiers billets de banque qui ont été créés en Chine. Pas les billets de banque comme on l'entend aujourd'hui, évidemment, vous avez compris, mais l'idée de billets de banque. Parce qu'en fait, à l'époque, pour faire de grosses transactions, fallait porter dans sa calèche des centaines de milliers de pièces en métal, et ça commençait à faire un peu lourd. Et du coup, ils se sont dit, en fait, on va peut-être faire ça en papier, ce sera plus léger. Et c'est les marchands qui ont mis ça en place Big en brain. premier. Ah ouais, non mais... Tu sais que c'est fou quand même d'inventer ce genre de choses. Genre, nous, on peut plus inventer des choses comme ça. Mais ils se disaient, putain, les Mais gars, si, je suis viens, sûre, on mais fait si, du papier. on invente des choses tous les jours en vrai. Ouais, mais je sais pas, d'inventer un aussi gros truc, de se dire, venez, on fait en papier, et tout le monde a Ouais. fait. T'es un génie, quoi. Bref. Mais du coup, c'était pas avoir des billets, ils appelaient ça, on appelle ça des instruments financiers. En gros, voilà, c'était du papier qui avait de la valeur, globalement. Ouais. Et du coup, là on est en Chine et justement l'État s'en est ensuite emparé de ces billets de banque entre guillemets, notamment en l'an 1000 avec la dynastie Song. En fait, on a eu la première émission d'un papier-monnaie officiel par l'Empire et ces papiers-monnaie officiels s'appelaient les jiaozi et ils ont été fabriqués avec de l'écorce de mûrier et donc c'est l'État qui les a émis et du coup l'État a interdit l'émission privée de billets, sinon c'est pas drôle. Et en fait, ceux qui falsifiaient ces billets ou qui refusaient d'utiliser ces billets, ils étaient condamnés à mort. Yay. Voilà, tip top. Donc évidemment, ensuite, tout le monde dans l'Empire l'a adopté, sinon voilà. Vous avez compris. Et ils ont abandonné les autres manières d'échanger des biens. Et donc le jiaozi est devenu un billet de banque officiel. Et toujours pourquoi en fait l'État s'en est emparé? Tout simplement pour renforcer son autorité sur la société. Mais non. Et du coup, il y a certains numismates, donc les numismates, c'est des spécialistes des monnaies, des médailles et des objets monétaires, qui du coup considèrent le jiaozi comme la première monnaie papier de l'histoire, donc comme les premiers billets de banque entre guillemets. Exactement, mais du coup, ça commence à faire beaucoup d'argent, et cet argent, il faut commencer à le stocker. Donc on va voir apparaître au XIIe siècle les premières banques, mais en Europe. Là, on commence à se recentrer un peu en Europe. Et bon, vous avez bien compris, c'est pas les banques comme on les entend aujourd'hui, blablabla. Parce que voilà, comme j'ai dit avant, les grosses transactions, ça commence à être lourd à porter, et en Europe, on n'a pas de billets, les gros losers. Et surtout, on a pas mal d'attaques de convois, parce que quand vous vous déplacez avec votre calèche toujours la même, et que vous avez 10 000 euros derrière, les gens vont les prendre globalement. Top. Top l'humain, quoi. C'est pas très discret, globalement. Du coup, à la fin du Moyen-Âge, on va voir les Italiens qui commencent à mettre en place les lettres et les bureaux de change. Donc en gros, c'est l'équivalent des chèques et des banques d'aujourd'hui. Donc sur la lettre, tu écris la date et la somme du paiement, tu le déposes à ton bureau de change, et c'est là qu'ils vont stocker l'argent. Du coup, ça va se répandre dans toute l'Europe parce que c'est méga pratique. Et surtout, ça va être utilisé, contrairement à nous aujourd'hui, pour seulement les grosses transactions. Quand tu vas aller acheter ton pain, tu vas toujours utiliser ta monnaie et pièces, mais quand tu veux, je sais pas, acheter une maison, tu fais appel à la banque, quoi. Voilà, Ouais. globalement. Et en parlant de pièces aussi, à l'époque, quand vous parlez avant, chaque pièce était un peu différente, chacun avait un peu son frappeur de pièces. Sauf qu'on va commencer à vouloir uniformiser tout ça pour éviter la fraude ou quoi. Et du coup, c'est avec Louis XIV que va commencer à s'uniformiser l'argent en France, évidemment. Et ça va être surtout grâce à une sorte de machine à frapper, donc c'est un marteau sur balancier, quoi, et on va venir frapper les pièces. Et du coup, va avoir pas mal de sortes d'usines qui vont apparaître en France, et en particulier la monnaie de Paris, donc celle qui tape toujours les pièces à l'instant où je vous parle. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que la majorité de son industrie est à Pessac, et on connaît pas mal cette ville avec Lucie, c'était un petit clin d'œil. Je sais que vous connaîtrez pas, mais c'est pour nous. Voilà. C'est à côté de Bordeaux pour les connaisseurs. Exactement. Donc là en France, on a l'uniformisation des pièces, c'est top, mais les billets en fait, on va les adopter bien plus tard, ça va être au XVIIIe siècle, car comme on l'a dit, c'est plus pratique et plus léger, mais le temps que ça arrive en France, ça met un peu de temps. Et justement en fait, par exemple, pendant la Révolution française, on va appeler ces billets les assignats, et ça va être à partir de Napoléon Bonaparte qu'on va appeler ces assignats les billets de banque comme on les entend aujourd'hui. Alors en parlant de billets, actuellement au XXIe siècle, vous l'aurez sûrement remarqué que il y a un billet vert qui quand même prédomine tous les autres billets, qui est le dollar America. Pourquoi c'est le dollar américain en fait qui domine tous les autres billets? En fait, le dollar américain il est devenu une monnaie de référence mondiale après la Seconde Guerre mondiale.
Parce qu'en fait, les pays européens, après la Seconde Guerre mondiale, spoiler alert, ils étaient très endettés. Mais non. Et du coup, en juillet 1944, il y a eu une réunion avec 44 pays aux États-Unis. Et l'objectif de cette réunion, c'est de justement relancer les économies qui étaient très affaiblies. Et en fait, les États-Unis, c'est le pays qui était le moins pauvre. Et donc là, on avait deux personnes qui ont proposé des superbes idées pour relancer les économies. On avait d'un côté le Britannique John Maynard, qui a proposé l'idée de faire une monnaie mondiale. Et on a l'Américain Harry Dexter White, qui a proposé que le dollar américain soit la monnaie des transactions dans le monde. Spoiler alert, c'est Harry qui a gagné, et du coup, le dollar américain est devenu la monnaie de référence mondiale. C'est dommage parce que je trouvais ça beau quand même le concept d'une monnaie mondiale, un peu comme tu sais, l'espéranto qui est la langue un peu mondiale. Je trouvais ça sympa, c'était quand même une belle vision du monde, mais, Ouais. mais ça n'a pas été accepté Ouais, étonnamment. mais c'est vrai, l'espéranto. Mais je pense qu'il y a même plein de gens qui savent même pas ce que c'est l'espéranto, quoi. Je sais même pas comment trop le définir. C'est pas genre, tu sais, ils ont pris un peu tout. Enfin, un peu un bout de chaque langue pour en faire une. Je n'en ai aucune idée sincèrement, je sais Enfin, juste que bon, je sais c'était pas, censé ils ont fait un mix de concept. toutes les langues, ils ont fait, c'est la langue mondiale. Voilà, ça a flop fortement, mais c'était une belle idée. C'est ok. Voilà pour Et finir. peut-être ça va revenir après, hein. À part s'il y a un changement global de la société humaine, ça n'arrivera jamais. Pour finir la chronologie rapidement, on va voir l'échec qui arrive au XVIIIe siècle, les cartes bancaires au XIXe, donc ça s'enchaîne pas mal. Et maintenant, on est quand même pas mal à l'argent dématérialisé, donc on n'a même plus de cartes. Il y a certains qui paient en bitcoin, enfin, allô quoi. Vous voyez quand même d'où on remonte au troc de bière et de pommes, et là, on paie avec des pièces imaginaires. C'est génial. L'humain est génial quand même. Et alors, comme pour l'épisode sur Rosalind Franklin, je vais dire ma phrase préférée. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a quand même des nuances à apporter justement sur l'historique de l'origine de l'argent. Et voilà, vous avez bien compris, la science, elle possède plusieurs courants, surtout en sciences sociales, où c'est beaucoup de l'interprétation, donc c'est normal, chacun n'interprète pas les mêmes faits de la même façon. Du coup, par exemple, pour les économistes, la monnaie, l'argent, c'est venu remplacer le troc, l'améliorer, entre guillemets, sauf que par exemple, pour les anthropologistes, en fait, il y avait déjà ce concept de valeur dans le troc, par exemple, une pièce de bœuf a une valeur et une pièce de porc, vous avez compris. Et du coup, c'était pas forcément une amélioration, c'était juste une modification du format, entre guillemets, mais l'idée était déjà là. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a Ouais. il y a des nuances. Oui. Puis après, il y a aussi plusieurs sources qui avancent le fait que justement les personnes qui défendent l'idée du marché, de l'argent, etc. à la place du troc, c'est souvent des personnes qui utilisent justement voilà, l'apparition de l'argent pour justifier le capitalisme. Yay! Tip top. Alors que en soi, même encore actuellement, il y a des sociétés qui fonctionnent sans argent à proprement parler et où tout fonctionne comme sur des roulettes, quoi. Et ces sociétés qui fonctionnent sans argent, elles fonctionnent par une économie de dons. Donc, comme son nom l'indique, ils se font des dons. Putain, ils sont forts. Brain. Et justement, le rapport aux échanges, il est plus conscientisé et réfléchi que dans notre société actuelle où c'est société de consommation un peu, quoi. Voilà, donc on a fini un peu cet historique. On voulait faire un peu ce thème avec Lucie parce que déjà ça nous intéressait, et aussi parce qu'on voyait souvent cette question sur les réseaux sociaux de en fait pourquoi est-ce qu'on n'imprimerait pas juste plein de billets et du coup il y aurait plus personne qui est pauvre. On s'est dit peut-être ça serait bien d'expliquer un peu ce que c'est l'argent, d'où ça vient. Et je vais rapidement répondre à la question parce que moi aussi ça m'intéressait, et moi aussi je me suis renseignée rapidement. Moi aussi, ça m'intéresse. Bah déjà, un État peut pas imprimer des billets parce qu'il peut pas le faire dans la loi, c'est les banques qui ont ce pouvoir d'imprimer des billets. Parce que sinon, en fait, certains États pourraient peut-être faire n'importe quoi. Et Des imprimeries géantes, là. ouais, let's go, on n'a plus de dettes, parfait. Si on imprime beaucoup de billets, ben en fait, il y aura une grosse demande parce que les gens auront beaucoup d'argent, sauf que du coup, l'offre en face, elle va aussi beaucoup augmenter. Donc, ok, t'as 100 balles de plus, mais du coup, ta pomme, elle va te coûter 6 euros au lieu d'un. Donc, en fait, ça va pas vraiment changer, va juste avoir une grosse inflation et juste, t'auras plus d'argent, mais ça te coûtera plus cher. Donc, c'est pas forcément très worth si on y pense. Bah, super. J'espère que Merci pour cette explication. ça a répondu à la question. Oui, je pensais, moi, il fallait juste mettre des petites imprimantes et juste imprimer des billets. C'est finalement. interdit, Mais- ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oupsie. Mais super. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui sera un Si c'est vrai, pour parler de petites actualités scientifiques très sympathiques. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et aussi on est sur YouTube, pour les personnes qui nous écoutent qu'en audio, si vous voulez aussi voir sur YouTube. Et voilà, est-ce que tu as un petit mot de fin pour nos auditeurs? Alors j'ai un petit mot de fin, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est juste
peut-être prenez moins la voiture ou éteignez l'eau de votre douche parce qu'en fait on commence à crever de chaud ici. Donc si on pouvait arrêter ce délire de réchauffement climatique. Elle a sué pendant tout l'épisode. J'ai très chaud, donc en fait si on pouvait arrêter tout ça, ça m'arrangerait fortement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines en fait. Toujours très positif. Ouais, c'est vrai. Ouais, à dans 2 semaines. Bisous, bisous. Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.